On vous écoute sur les chiffres de l'animation qui portent, je crois, sur l'année 2020, année si particulière. Bonjour à tous. Alors on va essayer de faire vite. Il y a beaucoup de chiffres qu'on va vous présenter. Alors peut-être avec un certain nombre de nouveautés. En commençant tout d'abord par un indicateur simple, c'est comment se situe la production d'animation française dans le monde, en utilisant une source qu'on utilise depuis 2 ans, qui est un cabinet anglais avec lequel on travaille, qui s'appelle Ampere Analysis, et qui fait un suivi du commissioning des programmes pour la télévision et pour les plateformes dans le monde. Et quand on regarde, comme vous pouvez le voir, leurs données, pour ce qui concerne l'animation audiovisuelle, on voit très clairement que sur les 12 derniers mois, par rapport à juillet 2021 versus août 2020, la France est le 3e pays commanditaire d'animation. Alors, loin devant les États-Unis et le Japon, mais quand même en 3e position. Ce que l'on voit aussi, c'est l'émergence, mais vous le savez tous, de nouveaux commanditaires, que sont les plateformes avec Netflix, Warner, Disney, qui sont des gros commanditaires d'animation. Et puis France Télévisions aussi, qui apparaît comme un commanditaire important sur le plan international. Voilà, donc une situation, une position française toujours importante. Je le place tout de suite, comme ça je ne reviendrai pas dessus. On voit bien avec cette slide que l'importance de France Télévisions dans le paysage de la production mondiale d'animation, et notamment pour la production française. Et donc il était effectivement excessivement important d'assurer l'avenir et la survie du navire amiral de France Télévisions en matière de programmation jeunesse, qui était France 4. Et je vous rappelle que c'est fait depuis le mois de mai dernier, après 3 ans de lutte acharnée. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le secteur. Alors, qu'en est-il de la production d'animation audiovisuelle française en France, donc, avec les données issues du CNC, du compte de soutien? En 2020, on observe un volume de production stable par rapport à 2019. Alors, malgré le contexte sanitaire, et encore une fois, c'est la mesure des dossiers qui sont déposés au centre. On le sait très bien, et il y aura d'autres présentations qui parleront de l'évolution de l'emploi en 2020. Il y a eu un impact sur l'activité, clairement l'année dernière, et puis sur 2021, on observe une forte reprise de l'emploi. Mais en tous les cas, dans les chiffres globaux du centre, on voit qu'on a une stabilité du volume de production. Alors ce volume, il est stable, vous le voyez, depuis pas mal d'années, aux alentours de 300 heures. La vraie évolution, on va la voir à partir de 2022, avec l'arrivée au sein du fonds de soutien d'un certain nombre de productions qui sont commanditées par les plateformes, qui rentrent dans le paysage des obligations de production françaises depuis le 1er juillet dernier, et qui vont donc, nous l'espérons, permettre d'accroître ce volume qui était l'un des objectifs majeurs du secteur. En termes d'investissement, on est toujours sur un volume de devis élevé à 245 millions d'euros en 2020, en progression de 3%. Donc voilà, un volume financier de production toujours très élevé. En termes de structure de financement, là aussi on a à peu près les mêmes équilibres, avec une part de financement étranger toujours très importante, 28% en 2020. Des compléments du centre à hauteur de 18% et des financements de la part des diffuseurs à hauteur de 21%. Autre élément aussi sur les coûts de production, on observe en 2020 une progression de ce coût de production de 3% à 380 000 euros de l'heure. Comme vous pouvez le voir, là, depuis plusieurs années, on observe une montée en puissance du volume de production à plus de 700 000 euros de l'heure. Ça traduit une évolution du secteur avec une montée en gamme de la production française d'animation, montée en gamme sur le plan technologique, et aussi un phénomène de rapatriement de l'activité qui a conduit à renchérir aussi un peu les coûts de production. Cette slide, elle est vraiment intéressante parce qu'elle montre quand même très clairement une des évolutions fondamentales du secteur.
même si c'est pas forcément la production télévisuelle dans laquelle on retrouve les innovations les plus fortes, etc. On voit quand même très clairement que sous la pression de la concurrence internationale, il y a une montée en puissance, un niveau qui augmente d'année en année. Et c'est pas inintéressant de constater que le volume a diminué l'année dernière, le coût a augmenté, donc on le retrouve là, augmentation du coût horaire. Et on est désormais sur des coûts horaires qui sont proches de ceux de la fiction française de prime time. Pour un programme qui est diffusé en majorité en daytime. Donc ça traduit quand même une évolution extrêmement forte du secteur et donc les enjeux à la fois technologiques, financiers du secteur de l'anime. Mais c'est vrai que c'est une révolution quand même en l'espace de 20 ans pour ceux qui ont un peu d'historique dans le secteur, de voir que globalement aujourd'hui une heure d'animation coûte aussi cher qu'une heure de fiction. Autre élément aussi intéressant à avoir en tête, c'est le phénomène de relocalisation de la production d'animation française sur le territoire national, qui a été porté et incité notamment par le renforcement et le développement du crédit d'impôt audiovisuel, qui a rapatrié de l'activité. Et vous le voyez par rapport à l'avant crédit d'impôt, où on n'avait que 53% des dépenses qui étaient réalisées en France. L'année dernière, on est à 82%. L'autre élément bien évidemment important, et c'est la modestie de Benoît, mais je vais le dire à la place de Benoît, c'est bien évidemment au-delà du crédit d'impôt, c'est le compte de soutien. Le CNC est un acteur majeur dans la relocalisation de la dépense sur le territoire national, et l'évolution que vous voyez en 2015-2016, où on est passé grosso modo de 25% de dépenses à l'étranger à 20% puis à 15%, c'est clairement la conjonction de deux outils, le crédit d'impôt, comme vient de le rappeler Benoît, mais également le Centre national du cinéma. Ce qu'on remarque quand même, c'est une toute petite inflexion, c'est-à-dire que le point haut du rapatriement, il a été atteint en 2018 avec 13,6% de dépenses simplement à l'étranger, et que sur 2019 et 2020, on est sur une petite inflexion dans le sens inverse, puisque on retend vers les 20%, on n'y est pas encore. Pourquoi 2019-2020, c'est un durcissement des conditions du CNC qui est confronté à quelques équations financières compliquées à résoudre, et donc il y a eu un plan d'adaptation, comme on dit gentiment, pour réduire un petit peu les financements en animation comme dans tous les autres genres, et ça se traduit par une inflexion du mouvement de localisation sur le territoire français, et donc on voit bien l'importance de ces soutiens pour maintenir un haut niveau de travail en France. Voilà. Et puis, juste on en parlait sur le crédit d'impôt. Là, vous avez pour toutes les œuvres d'animation qui ont bénéficié de crédit d'impôt, que ce soit crédit d'impôt audiovisuel, cinéma ou international, l'évolution des dépenses en France. Et on voit clairement que les dépenses en France réalisées sur des œuvres d'animation fabriquées en France ont fortement progressé. Donc il y a eu cette dynamique portée aussi bien par le crédit d'impôt international, audiovisuel ou cinématographique. On peut que noter sur cette slide l'importance du crédit d'impôt international. C'est clair qu'aujourd'hui, l'activité et donc l'emploi dans le secteur est fortement porté par l'arrivée de productions étrangères sur le territoire français, où les studios d'animation français interviennent en production exécutive. Donc c'est clair que le crédit d'impôt international, qui je vous rappelle aujourd'hui est à 30% avec un plafond à 30 millions d'euros, est un outil essentiel pour soutenir la croissance de l'emploi dans le secteur et la croissance de l'activité des sociétés d'animation. On est plutôt stable côté audiovisuel et cinéma à travers le crédit d'impôt national, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure sur la dynamique que va entraîner l'arrivée des plateformes dans les obligations de production devrait dans les années à venir soutenir la dynamique de ces chiffres côté crédit d'impôt national. Alors, qu'en est-il du côté de la production de longs métrages d'animation en France? L'année dernière, on a agréé 12 projets de longs métrages d'animation en 2020. En 2021, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, puisque sur les 9 premiers mois, on dénombre 14 longs métrages, soit d'ores et déjà agréés, soit en cours d'agrément. Donc on a un volume de projets français
de longs métrages toujours importants. Parmi ces 14 longs métrages agréés ou en cours d'agrément, il y en a 9 longs métrages de films d'initiative française. Donc voilà, c'est intéressant avec des devis très, très diverses. Donc toujours beaucoup de projets en cours aussi sur 2021. En termes de financement de ces longs métrages, là je dirais qu'on a toujours un peu les mêmes caractéristiques avec des apports étrangers significatifs dans ces longs métrages français d'animation, puisque ça représente au global 25% des devis. Une part importante aussi des financements publics, que ce soit crédit d'impôt, aide du CNC ou aide régionale, à hauteur de 20%. On peut regretter en revanche le faible apport des chaînes de télévision françaises par rapport aux films en général dans ces films d'animation français. À noter également, ces films ne sont réalisables que parce qu'il y a une prise de risque considérable, certains diront pas raisonnable, des producteurs français. Quand on regarde l'apport des producteurs français, tout film versus film d'animation, on est à 16% d'un côté, 26% de l'autre. Donc on voit bien que ces films ne tiennent que parce qu'il y a une prise de risque très importante des producteurs. Et clairement, au jour d'aujourd'hui, et ça fait partie des sujets qu'on souhaite porter, il y a une vraie réflexion à avoir du côté du Centre du cinéma sur son accompagnement et sa politique en matière de long métrage d'animation. Alors qu'en est-il du côté de l'exportation audiovisuelle d'animation française? Les chiffres là aussi sont bons, malgré le contexte. Ils ont été bons en 2020. L'animation demeure le premier genre à l'exportation, puisque ça représente 46% des ventes. On a eu une activité en 2020 très forte sur les préventes, puisqu'ils ont augmenté de quasiment 50%, et les ventes, elles, d'animation sont restées à un niveau élevé, à près de 75 millions d'euros. On est à un plus haut historique. On est à un plus haut historique. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Quelques exemples de succès, voilà. C'est lui chef, hein, pourtant. Pour illustrer, mais ils sont bien nombreux. Côté cinéma, long métrage français à l'international, 2020 a été une année malheureusement atypique, puisque vous le savez, en France, mais dans beaucoup de pays dans le monde, les salles de cinéma ont fermé. Donc forcément, les entrées des films français d'animation à l'international ont baissé. De 51%, mais on y reviendra, les films français d'animation, sur le marché français notamment, ont plutôt bien résisté, mieux résisté que l'ensemble du marché. Les films d'animation en salle en France, l'offre, là c'est le nombre de films d'animation, l'offre s'est fortement contractée l'année dernière, notamment par l'absence forte de films américains, mais aussi par la forte réduction du nombre de films d'animation européens. Côté films français, on a vu à peu près le même nombre de films français sortis. Voilà, donc on a une offre qui s'est contractée. Peut-être juste avant, on revient, ce qu'on pouvait quand même constater avant Covid, c'était quand même l'explosion de l'offre dans les salles en 2019. Puisqu'il y avait quand même 50 films d'animation qui avaient été diffusés en 2019, avec bien évidemment un nombre important de films américains, 14, mais aussi énormément de films européens, qui est la part qui avait enregistré la croissance la plus forte ces dernières années, et aussi de films français. Donc est-ce que ce mouvement, on le retrouvera au-delà de la crise? C'est aussi une question, puisque le marché, lui, n'est pas non plus extensible en termes de nombre d'entrées, Benoît. Oui, tout à fait. En termes d'entrée, là, on a eu malheureusement un effondrement des entrées. On est passé de 35 millions à 7,8 millions. Encore une fois, pour les films français d'animation, ils s'en sont plutôt bien sortis parce qu'on a un marché qui a baissé au global de 70% l'année dernière en termes d'entrée, tout film confondu, et que de 50% sur les films français. La part de marché, d'ailleurs, des films français d'animation a été au plus haut l'année dernière. On est à 33%, et c'est surtout la forte baisse des entrées des films américains, puisqu'on est passé de 25 millions à un peu moins de 3 millions d'entrées. Donc cet effondrement a été surtout dû à l'absence de films américains. Et puis 2021, on a retrouvé des niveaux de fréquentation supérieurs, mais on n'a pas retrouvé totalement le niveau d'avant Covid, malheureusement.
même si on a eu quelques succès pour les films d'animation français cette année, comme Pile avec 450 000 entrées, qui est en 14e position au box-office de l'année, ou Le Tour du monde en 80 jours, ou Le Sommet des dieux, qui ont aussi bien fonctionné. Mais on a un marché de la salle qui aujourd'hui n'a pas retrouvé les niveaux encore d'avant-crise, alors que l'offre, elle, est là. Juste un petit point par rapport à ce que je disais juste avant. 2019, 35 millions d'entrées pour 52 films. C'est le même niveau qu'en 2016 où il y avait simplement, de mémoire, une grosse trentaine de films. C'est-à-dire qu'avec 17 films de plus ou une grosse quinzaine de films de plus, on a fait à peu près le même niveau d'entrée en 2019 qu'en 2016. L'animation à la télévision, qu'en est-il ? Quelles sont les chaînes qui diffusent le plus d'animation? Les chaînes françaises. On retrouve un classement que vous connaissez. C'est près de 17 000 heures d'animation diffusées en 2020, avec en 1 Gulli, puis France 4 avec 4 600 heures. Enfin, vous avez là le détail de chaîne par chaîne. En long métrage, là aussi une relative stabilité, 180 films d'animation inédits diffusés, c'est stable par rapport aux années précédentes. En revanche, ce qu'on observe, c'est un taux de rediffusion un peu plus élevé, avec toujours un peu les mêmes films, puisque 61% des films d'animation diffusés à la télévision l'avaient été l'année précédente. Donc on a un fort taux de rediffusion, beaucoup plus élevé que sur l'ensemble des films. Sur l'ensemble des films, on est plutôt à 40% de taux de rediffusion d'une année sur l'autre entre les chaînes. En termes d'audience, et d'audience chez les enfants notamment, Gulli représente près de la moitié, 49%, et France 4, une part importante, puisque c'est un quart de l'audience sur les 4-10 ans. Alors, là, on rentre dans quelque chose de très important. C'est une énorme nouveauté. C'est la place de l'animation française sur les chaînes à l'étranger. Ça, c'est une nouveauté, vous voyez, en exclusivité mondiale. Hein, je vous l'ai refait, voilà. Pour les studios qui cherchent à recruter, Benoît est disponible. Voilà, à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier, Benoît est disponible. Voilà, je suis disponible. Pourquoi c'est une exclusivité mondiale et je vous le refais, voilà, parce que vous ne l'avez pas bien vu. Nous aussi, on s'est innové. On a signé un contrat avec une société américaine à Los Angeles qui fait un monitoring de tout ce qui est diffusé à la télévision sur les chaînes dans le monde. Leurs clients d'origine, ce sont les studios américains et les fédérations sportives américaines. On est leur premier client en France. Hein, on est les seuls, donc il n'y a que le CNC qui dispose de ces informations en France. On couvre 15 pays, vous avez là la liste, et ça représente à peu près 1100 chaînes. Donc on a la programmation de ces 1100 chaînes, pas les audiences. Et à l'intérieur de cela, on va essayer de repérer ce qui se passe sur les programmes français, sur les films français. Et là, on a regardé spécifiquement pour vous, parce que c'est un service qu'on a depuis à peu près le mois d'octobre. Donc c'est vraiment tout récent. Et on va voir ce que ça donne sur l'animation. On parle que des chaînes linéaires, hein, pour être bien au clair. Donc, tout à fait. Globalement, c'est pas la présence des programmes français sur les plateformes américaines qu'on verra derrière. Là, on parle uniquement des chaînes linéaires. Voilà. Sur les plateformes, on avait déjà depuis 2 ans. Hein. Donc la dernière nouveauté, l'innovation pour nous en matière d'études, c'est qu'est-ce qui se passe à la télévision dans un certain nombre de pays. Voilà. Allez, arrête de nous faire... voilà. Hein, vous avez compris que c'est formidable quand même. Hein. Alors, il y a des choses très intéressantes et très simples qu'on va essayer d'illustrer. C'est là, dans quelques grands pays européens. Quelle est la place de l'animation audiovisuelle sur ces chaînes en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne? C'est quand même très intéressant de voir que l'animation française sur ces chaînes-là, elle est très significativement supérieure à l'animation nationale et que c'est la deuxième nationalité d'animation présente dans ces pays-là à la télévision. Devant la production nationale, voire la production japonaise. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a le Royaume-Uni, malgré tout, où la production anglaise d'animation représente 19% de l'offre, mais la production française, 16%.
Voilà. En France, vous n'avez pas la France par comparaison, mais je peux vous donner les chiffres, il est par ailleurs dans l'étude, c'est 61%. Donc l'animation française représente 61% de l'animation diffusée à la télévision en France. Hein. Et la question qu'on se posait, c'était, parce que ça on le suit depuis longtemps, c'était et à l'étranger, qu'en est-il? Ces chiffres sont quand même assez importants et assez significatifs. Benoît l'a souligné, globalement les États-Unis, mais ça c'est pas une surprise, dominent sur tous les marchés européens, y compris sur son propre marché national, où comme vous le savez, il est extrêmement compliqué de rentrer sur le marché des networks américains et sur le marché des chaînes CAPSAT américaines thématiques. Mais en Europe, en tout cas, la France est clairement le concurrent des Américains. Bien évidemment facilité par la mise en place de quotas européens au niveau de tous ces pays. Mais ce qui est vraiment pour le coup surprenant, c'était quelque chose qu'on savait mais qu'on ne mesurait pas forcément de manière aussi claire, c'est que dans tous ces pays-là, on est clairement même devant l'offre nationale de chacun de ces pays. Donc ça montre vraiment la place de la France dans l'écosystème européen et la place de l'industrie française en tête dans les différents pays européens. Alors après, on peut se demander dans quel pays est-ce que l'on va retrouver le plus d'animations audiovisuelles françaises diffusées à la télévision. Ben là, vous avez le classement avec le nombre de titres. Donc au total, sur 2020, 195 séries d'animation ont été diffusées dans le périmètre de l'étude. Hein. On ne couvre que 14 pays, hein, donc il peut y en avoir beaucoup plus, et les territoires de diffusion peuvent être aussi plus larges. Hein. Là, ça se limite à 14 pays. On voit que c'est au Canada, en Allemagne et en Espagne que l'on a plus de 60 séries d'animation différentes qui ont été diffusées en 2020. Et vous avez le détail sur les chaînes qui ont le plus diffusé. Après, on peut aussi se poser la question, quelles sont les séries les plus diffusées en termes de nombre de territoires? Ben là, vous avez un petit classement. Donc on va retrouver des succès qu'on connaît tous, les Pyjamasques, Molang, Gigantosaurus, les Grizzly et les Lemmings, je ne vais pas tous les citer, mais voilà la liste des séries qui ont été diffusées l'année dernière dans le plus grand nombre des territoires, sur les 14 territoires suivis. Hein, ça peut être des diffusions encore plus larges, bien entendu. Ces séries ont pu être diffusées dans un plus grand nombre de territoires, mais sur les 14 que l'on suit, dans le cadre de cette étude, voilà. Ça veut dire que sur les 14 pays qui sont suivis, ces 10 séries sont diffusées dans au moins 2/3 des pays. Ouais. En matière de long métrage, d'animation, on peut faire exactement la même analyse. En 2020, 68 longs métrages français d'animation ont été diffusés dans ces 14 marchés. Et là, on peut compter soit les diffusions, soit les titres uniques, et classer les pays. Donc là, on n'a pas forcément les mêmes classements, le même ordre de pays, mais on voit que les diffusions peuvent être... Il y a beaucoup de multidiffusions sur ces longs métrages, notamment en Australie, par exemple. Voilà. Et on peut aussi faire le classement des films français d'animation les plus diffusés dans un plus grand nombre de territoires, ou les plus diffusés, toujours sur ces 14 pays. Hein, et là aussi, on a des classements avec Astérix, le domaine des dieux, Mune. Alors ça dépend si on raisonne en termes de nombre de territoires ou de nombre de diffusions. Je vais peut-être être un petit peu lourd sur cet aspect-là, mais c'est vraiment une mine d'or, cet outil. Je suis très content de pouvoir vous le présenter. Mais on y reviendra dans plein d'autres études, sur plein d'autres sujets. Et là, on a un peu manqué de temps pour creuser, mais je vous promets qu'on creusera beaucoup plus d'analyse parce que c'est très intéressant et c'est un outil qui, pour toutes nos études, sera très précieux. Dernière partie, pour finir, oui. Non, mais y compris pour les professionnels, merci. Et y compris pour les professionnels, d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait une première présentation de cet outil-là à Lumière sur les films de patrimoine, et sur le top, il y a un ayant droit qui est venu me voir en me disant c'est pas possible, j'ai pas le territoire, vous dites que ce film-là a été diffusé dans tel territoire, mais c'est pas possible, et je me doute, je sais sans doute par qui il a été vendu, on va faire des recherches. Hein, donc ils étaient très contents de voir apparaître leur film dans ce territoire, mais normalement ils n'avaient pas vendu. Bon. Est-ce que le CNC prend une commission quand... Pardon, je reviens. Alors, les plateformes, un premier point sur le replay.
juste pour signaler que c'est quelque chose d'important pour l'animation. Là, en 2020, vous voyez qu'il y a un léger recul de la consommation d'animation en replay. En réalité, c'est lié à l'ensemble du marché qui se stabilise, qui a mûri. Donc, je dirais c'est un phénomène au global, mais le replay reste important pour l'animation. Au global, l'animation, ça représente à peu près presque 20% de la consommation totale de replay. Donc, c'est un mode de consommation à la télévision qui est de plus en plus courant. C'est un marché aujourd'hui à maturité et on voit bien que c'est surtout sur les autres plateformes sur lesquelles on va venir que la consommation se développe et la consommation en replay maintenant délinéarisée est arrivée à un plateau aussi bien pour tout genre que pour l'animation. Et puis justement sur les plateformes de SVOD dans le monde que l'on suit aussi là sur 49 territoires et on suit 465 catalogues dans le monde via l'outil britannique Ampere Analysis. Là, ça permet de positionner l'offre d'animation sur les plateformes de SVOD en France par rapport aux autres pays, la volumétrie un petit peu, et on voit que la France est en milieu de tableau, avec des pays qui se distinguent, notamment le Japon ou les États-Unis, où on a vraiment un très grand nombre de programmes audiovisuels d'animation. En fait, on voit paradoxalement, pardon Benoît, mais on le sait, hein, c'est que les Japonais profitent à plein du développement des plateformes en termes de présence, beaucoup plus qu'on le voyait en télévision linéaire, et que du côté de français, par contre, on a encore du chemin à parcourir. C'est une bonne nouvelle. Messieurs et madame les vendeurs, il faut accélérer le mouvement. Alors justement, où est vendue cette animation française sur les plateformes? Dans quel pays est-ce qu'on dénombre la plus forte offre? Dans nos pays limitrophes, bien entendu, mais aussi en Allemagne, au Canada, en Espagne, en Australie. Donc on voit qu'il n'y a pas que des pays francophones, il y a aussi beaucoup de pays non francophones et géographiquement très, très distincts. Avec là aussi toujours des succès en termes de titres que l'on retrouve sur un grand nombre de territoires. Encore une fois, là, on est sur un périmètre de 49 territoires. Ces séries peuvent être diffusées sur beaucoup plus de territoires en réalité. On est sur un périmètre limité à une petite cinquantaine de territoires. Dernier acte sur ce qui se passe en France sur les plateformes de SVOD en matière d'animation avec la volumétrie de l'offre, 71 000 épisodes dénombrés en avril 2021 avec un renforcement des catalogues à la fois de Netflix, de Prime Video, mais aussi de Disney, dont le catalogue d'animation a augmenté de plus 74% en un an, entre avril 2020 et avril 2021. Et puis l'arrivée de Salto aussi, qui a un catalogue, comme vous le voyez, déjà assez fourni. Oui, non, mais ces chiffres sont intéressants puisque globalement, vous le savez, en ce moment, il y a le conventionnement des principales plateformes qui est en cours avec le CSA, suite à la publication du décret d'ISMAD en juillet dernier. Et donc, un des indicateurs qui sert aussi dans le conventionnement, c'est notamment pour la mise en place d'obligations fléchées vers tel ou tel type de genre, c'est la place de chacun des genres sur l'offre de ces plateformes. Donc ces chiffres et la croissance de ces chiffres est intéressante par rapport aux débats qui sont actuellement menés auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà, et puis pour finir, on peut décomposer ces catalogues en fonction de la cible, des tranches d'âge. Donc là, on a aussi, vous le voyez, ça c'est quelque chose d'assez intéressant avec des volumétries toujours importantes sur des cibles, sur des programmations ciblées. Et puis le classement des meilleures audiences sur le marché de la SVOD en 2021, le top 10, puisqu'on a l'audience de la SVOD est mesurée aujourd'hui par médiamétrie. Il y a des résultats hebdomadaires, des résultats mensuels. Et là, je vous ai mis le top d'avril. Et sur le top 10, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a 4 séries françaises qui apparaissent dans les meilleures audiences de SVOD sur le marché français, sachant que là aussi pour apporter un éclairage sur ce que ça représente aujourd'hui la SVOD, l'ensemble de la consommation le service leader de la SVOD bénéficie d'une audience équivalent à la 5e chaîne de télévision au quotidien
sur les Français, pour vous situer un peu, donc d'être présent sur ces plateformes, c'est bien entendu important. Voilà, merci. Si vous voulez plus de détails, en réalité, on ne vous a pas tout présenté. Je l'ai freiné parce qu'il voulait rester toute la journée là. Donc je lui ai dit non, on va passer de 400 slides à une trentaine. Parce que comme nous, on a le droit d'enlever notre masque, on était bien. Donc il voulait rester là toute la journée. Et puis surtout, je voulais remercier Benoît, puisque certains d'entre vous le savent. C'est sa dernière aujourd'hui, puisqu'il va quitter le centre du cinéma pour une retraite bien méritée. Et donc, je vous remercie de l'applaudir.